Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Bienvenue dans ce 3e épisode des Conversations thérapeutiques. Tous les mois, je vous propose de partager mes discussions avec Alix Georges, hypnothérapeute et thérapeute au sens large, déjà intervenue dans Réel à plusieurs reprises. Elle aide au quotidien de nombreuses personnes et j'ai eu envie d'aborder avec elle plusieurs thématiques de société qui nous concernent toutes et tous. Le premier épisode parlait du travail, le deuxième du couple et cette fois, nous abordons un sujet qui devient un quasi-fléau mondial, les addictions. À quoi reconnaît-on une addiction ? À quelle partie de notre cerveau fait-elle appel ? Quelles sont les causes psychiques de l'addiction ? Peut-on être addict au fait d'être addict ? Pouvons-nous vivre longtemps avec une addiction ? Conduit-elle forcément à la mort ? Est-il possible de guérir tout seul ? Et enfin, zoom sur le sucre, ce poison mortel. Allez, j'arrête de parler et laisse place à cette 3e conversation thérapeutique avec Alix Georges. Alix, merci beaucoup d'être de nouveau dans le podcast. C'est le 3e épisode de nos conversations thérapeutiques. Et cette fois-ci, on va parler des addictions. Sans plus tarder, je vais pas te demander de te représenter parce que finalement, je pense que maintenant les gens commencent à te connaître assez bien. Mais pour résumer quand même, tu es hypnothérapeute et thérapeute au sens large depuis maintenant 4 ans. 4 ans. Tiens, c'est l'âge du podcast d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner une définition de l'addiction ? Bonjour Estelle, merci encore de ton invitation pour cette série Conversations thérapeutiques. Alors l'addiction, c'est une pathologie tout d'abord, donc qui est reconnue justement dans les manuels médicaux comme une pathologie, qui est caractérisée par une dépendance à une substance ou à une activité avec des conséquences nuisibles pour la santé. D'accord. Ça, c'est la définition de l'addiction. On pourrait dire que c'est un désir, une envie irrésistible, impérieuse, intrusive, très puissante, voire compulsive, de consommer ou de pratiquer une activité qui entraîne progressivement un désinvestissement vis-à-vis des autres, vis-à-vis des autres activités et vis-à-vis de soi-même, bien entendu. On parle de dépendance lorsqu'on se retrouve dans l'impossibilité de s'abstenir de consommer. C'est vraiment ça, la définition de l'addiction. D'accord. C'est une impossibilité de s'abstenir de consommer ou de pratiquer une activité. Et ceci, malgré la survenue de conséquences négatives sur sa propre santé ou sur sa vie sociale. D'accord. Qui est caractérisée donc par une perte de contrôle qui mène à des tentatives répétées pour réduire ou stopper l'usage ou le comportement. C'est-à-dire que ce qui est important de comprendre dans le phénomène de l'addiction au sens médical, c'est que la personne est souvent très consciente de ce qui lui arrive. Il y a une grande souffrance de l'addict et une impression d'impossibilité à s'en sortir tout seul. D'accord. Tu vois ? Ok, je vois. Mais du coup, comment on reconnaît l'addiction ? Alors, à quoi on la reconnaît ? Déjà, l'addiction, pour être un tout petit peu plus précis sur la définition, donc elle peut être liée à des substances. Donc, par exemple, drogue, tabac, cannabis, sucre, alcool, par exemple. Elle peut être aussi comportementale, c'est-à-dire addiction au sexe, aux jeux, à la télé, aux jeux vidéo, au sport, au travail, aux achats, aux réseaux sociaux, à Internet. Ça, on le voit beaucoup émerger en ce moment. L'anorexie est considérée comme une addiction. La boulimie est également considérée comme une addiction comportementale, avec toujours cette caractéristique de « c'est plus fort que moi ». Je ne peux pas m'empêcher de. L'anorexie aussi, alors qu'on se prive finalement de quelque chose. C'est quand même un phénomène d'addiction. Parce qu'il y a une répétition compulsive. C'est une addiction à l'état d'anorexie. Comportementalement, exactement. D'accord. Alors, là où j'introduis d'ores et déjà une nuance, pour ne pas faire peur non plus à l'auditoire, et en fait, on a tous un tempérament
plus ou moins addicts. Je vais te donner un exemple tout bête. Par exemple, on peut tout à fait avoir un comportement de consommation de substances psychoactives sans être addict. C'est ça, en fait, l'idée que j'essaye de dire. Exemple, on peut boire un verre d'alcool occasionnellement. Ça fait partie des comportements qui sont totalement intégrés aux habitudes sociales aujourd'hui, sans pour autant être addict. En fait, il y a des nuances dans l'addiction. On peut aussi boire 3-4 verres, 5 verres, un tout petit peu hors limite, sans pour autant être addict. L'addiction au sens médical, c'est vraiment quelque chose de pathologique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des addictologues qui répondent justement à ça. Mais on peut tous avoir des petites aspects de nous-mêmes un petit peu addicts, mais je pense qu'on va en parler, qui peuvent se caractériser, je sais pas, dépendance affective, petite addiction aux réseaux sociaux, des petites choses comme ça. On peut tous se reconnaître là-dedans. Oui, forcément. Et du coup, à quelle partie du cerveau l'addiction fait-elle appel ? En fait, quelles sont les causes cérébrales ? Je sais que c'est pas forcément facile de résumer. Alors, à mon avis, il y a des gens qui ont écrit des tonnes de livres et prosé énormément sur le sujet, mais voilà, le but étant de vulgariser quand même un minimum. Voilà. T'as raison de poser la question. Donc effectivement, l'addiction repose sur un phénomène cérébral. C'est d'ailleurs pour ça que justement on peut même la traiter médicalement, et qu'il y a des médecins, je te dis, addictologues qui sont en charge de ça. En fait, elle démarre essentiellement par le plaisir qui est généré par la substance ou l'activité pratiquée. Toujours une sensation agréable au départ, qui est due à des modifications électrochimiques au niveau du cerveau. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une libération quand on consomme la substance souhaitée ou quand on pratique l'activité. Il y a une libération de dopamine et de sérotonine ainsi que d'autres voies de neurotransmission qui sont perturbées. Donc ça, c'est le phénomène neurobiologique de départ. Simplement pour expliquer, en fait, sur ce système qui s'appelle le circuit de la récompense, la dopamine, en réalité, c'est donc l'hormone qui est supposée nous fournir la motivation nécessaire pour réaliser des comportements qui sont adaptés à notre survie et qui est supposée renforcer et conditionner ces comportements par l'intermédiaire de sensations de plaisir. Donc, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que la production naturelle de dopamine par l'organisme est diminuée quand on consomme trop une substance addictogène ou quand on pratique trop une pratique addictogène. Donc, cette production naturelle de dopamine est diminuée et le plaisir n'est plus obtenu. Donc, il n'est obtenu que par un apport de plus en plus fort de la substance extérieure. Tu vois le mécanisme. Bien. Et ce sont ces perturbations des réseaux cérébraux qui finissent par avoir des effets négatifs. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, les addicts deviennent anxieux, irritables, et ça les pousse à eux-mêmes tout le temps rechercher le fameux premier plaisir généré, puisqu'on entend souvent ça, le premier shoot, etc. C'est cette espèce de premier souvenir que le cerveau a enregistré. Et c'est ce qui fait qu'ils vont consommer de plus en plus pour se sentir soulagés. C'est horrible. Ah oui, c'est terrible. Donc, tout ça, juste pour bien résumer, l'addiction repose sur une partie donc spécifique du cerveau où on reçoit des messages qui nous renseignent sur un niveau de satisfaction. Ça s'appelle le circuit de la récompense. D'accord. Circuit de la récompense. Oui. Et on le sent bien, je pense qu'on l'a pas forcément tous vécu, mais c'est quelque chose, le craving. T'as déjà entendu parler de cette notion. C'est cette espèce d'envie irrésistible. J'en meurs d'envie, ou un truc où t'en peux plus pour un truc. C'est ça, c'est cette compulsion, c'est vraiment très pulsionnel de consommer, alors que c'est ressenti intérieurement comme inapproprié. C'est ça, en fait, ce qu'il y a de spécifique à l'addiction. On peut vouloir consommer quelque chose d'agréable, et tant mieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout question de supprimer tout plaisir, bien évidemment, mais c'est ce décalage avec le fait que c'est ressenti comme inapproprié. Par exemple, dans l'addiction au sport, faire du sport matin, midi et soir, c'est inapproprié, sauf pour un sportif, mais... Et la personne ne parvient pas à faire disparaître ou à atténuer. Ou même aller fumer dans les toilettes d'un avion. Oui, c'est inapproprié. C'est là où on peut, justement, tu me posais la question tout à l'heure, cibler quand vraiment on peut parler d'addiction. D'accord. L'envie est complètement incontrôlée. Et, simplement pour aller un tout petit peu plus loin, il y a des répercussions sociales, isolement, stigmatisation, marginalisation, séparation, problèmes financiers, il y a aussi des répercussions médicales, bien évidemment.
avec un phénomène justement d'adaptation cérébrale progressive à ça. Alors là, c'était pour le cérébral. Oui. Et quand on parle des causes psychologiques de l'addiction, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Alors, je pense pas qu'il y ait de réponse absolue à ce que je vais te dire. Néanmoins, il y a de la recherche qui a été faite en psychologie là-dessus. Ce que je peux te dire, c'est que de ce qui a été remarqué justement en recherche, on a tous conscience, quand on consomme trop quelque chose, qu'on va combler quelque chose. C'est une intuition, on l'a tous, on l'entend souvent ça dans le langage commun. Ce qui a été remarqué justement dans les recherches, c'est que en fait, l'addiction va souvent commencer quand il y a un aléa de la vie, qui est appelé un trauma secondaire, qui va venir nous menacer et mettre en péril nos mécanismes de défense. Et paradoxalement, donc l'addiction va venir pour combler une défense quand on se sent menacé par un trauma, par un événement extérieur trop dur, etc. C'est pas forcément un trauma, ça peut être juste la vie qui est difficile, tu vois. Donc paradoxalement... C'est ressenti comme un trauma en tout cas. Oui, ouais. Oui. Mais paradoxalement, donc l'addiction, elle va venir s'installer très progressivement et insidieusement, la plupart du temps, comme un comportement qui est censé protéger la personne, qui est censé préserver son moi, qui se vit comme en danger. Donc c'est ce fameux truc qu'on a un petit peu tous intuitivement quand on dit « je sens que je comble quelque chose ». Et souvent, ça arrive chez des personnes qui ont du mal à utiliser la parole pour communiquer. C'est comme une espèce de carence dans la représentation de ces souffrances, de ces angoisses. On a tous des choses qu'on ne peut pas dire. Enfin, c'est tout le travail de la thérapie, c'est d'essayer de dire justement. Et c'est pour l'addiction vient souvent s'installer quand il y a une difficulté à mentaliser, à se représenter, qui va se déplacer vers un comportement substitutif, qui va devenir progressivement la seule manière de penser P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R, la souffrance, et qui va enfermer le sujet dans une répétition, qui est évidemment toxique. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois tout à fait. Je vois tout à fait, parce qu'en fait, tu vois, je pense à la... Excuse-moi, je me permets un exemple qui, moi, me parle, puisque ça me concerne. Mais la cigarette, par exemple, j'y reviens. Je pense qu'au début, la première fois qu'on fume, c'est un acte d'émancipation, de liberté, de je fais comme... On a envie de faire comme les grands. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Oui. Et moi, il y avait chez moi une interdiction, mais drastique de fumer. C'est-à-dire que je pense que mon père aurait pu me guillotiner s'il m'avait vu avec une cigarette. Oui. Et je crois que encore maintenant, quand je fume, j'ai l'impression de prendre un petit interdit. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, il y a un truc d'enfant derrière qui se cache. Enfin, il y a une espèce de... J'ai un rapport à la cigarette très bizarre, peut-être du fait que y avait une forme de... Tu vois, d'interdit total. Oui, de gravité, et de ta part, de ce que tu dis, de volonté de transgresser. C'est ça. Et c'est... Exactement. Et d'ailleurs, ce que tu dis sur la cigarette est très intéressant parce que Alan Carr, qui est assez connu pour les gens qui essaient d'arrêter de fumer parce qu'il a écrit un livre là-dessus qui marche très bien, explique que la première cigarette, personne ne l'aime. Elle donne des nausées, elle est désagréable. Mais la cigarette, dans ce qu'elle représente, aussi bien en termes transgressifs, comme tu dis, et aussi en termes, c'est aussi une notion intéressante toujours pour filer la métaphore de la cigarette. Toi, c'était une transgression, mais il y a des gens qui fument parce que c'est par loyauté. Il y a un sketch de Blanche Gardin là-dessus. Oui, exact. Tu te rappelles ? Bien sûr, très bien. Je m'en souviens très bien. Exceptionnel. Où elle explique qu'elle ne pouvait pas ne pas fumer. Parce que toute sa famille fumait. Elle parle justement du fait que ça respirait le bitume chez eux. Il y avait non, mais c'est intéressant parce qu'il y avait une disposition très naturelle du produit. Pour elle, dans cet exemple qu'elle donne, parce que toute sa famille fume, qui a créé l'addiction. Donc toi, c'est par transgression, il y en a d'autres, c'est par loyauté. C'est ça. Non, mais tu vois ? Mais je pense qu'effectivement, ça peut se transposer sur d'autres sujets que la cigarette. Enfin, t'as raison, ça peut sur être toutes les addictions. Sur la bouffe, sur, la drogue également, bien sûr. Et si tu veux, je peux même... si tu veux aller un petit peu plus loin sur ce sujet... l'addiction, elle est donc toujours vécue, si on va un petit peu plus loin là-dessus, comme un vécu carentiel qui est innommé, qui est irreprésenté, comme un sentiment intérieur d'incomplétude, donc que la substance ou que le comportement va donner l'illusion de combler.
Et ça arrive souvent, en fait, chez des personnes dont les histoires infantiles avec les repères identificatoires parentaux, donc on appelle ça en fait le narcissisme primaire, ont été perturbées parce qu'il y a eu défaillance, parce qu'il y a eu carence. Souvent dans des familles, je généralise énormément, surtout, voilà, où la parole a peu servi à communiquer. Au communiquer, je parle sur le registre émotionnel, hein, bien entendu, et où l'organisation du sujet, qui normalement dépend beaucoup, surtout au moment de l'enfance, de la bonne qualité des intercommunications et de la sécurité affective dans l'environnement familial, où cette organisation n'a pas pu se faire. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne veut pas dire que le reste de la maturation affective ne s'est pas déroulé normalement. D'accord. On parle vraiment de quelque chose qui se passe dans le pré-langage, Okay. avant l'accès au langage, quelque chose qui a été vécu sans possibilité de représentation. L'enfant qui n'a pas encore appris à parler, oui, doit avoir des repères malgré tout de communication, c'est-à-dire de chacun à sa place, papa, maman, le frère, c'est même pas la malgré sœur. tout, il doit avoir des repères. D'accord, qui sont avant le langage. Exactement. Si ces repères, en l'occurrence, ne sont pas là, oui, il va se créer une sorte de manque en lui. C'est ça. C'est ça que tu veux dire ? C'est exactement ça. D'accord, ok. Il va avoir comme une cicatrice, d'une certaine façon. Je pense qu'on l'a un peu tous, hein. Oui, non, mais ça n'existe pas par définition. Non, mais, la perfection n'existe pas. Non, donc, ouais. Exactement. Donc ça se passe très tôt. C'est quelque chose qui est vécu donc sans possibilité de représentation, puisque donc l'enfant pré-langage se représente les choses. C'est comme ça qu'il est organisé en fait au tout départ. Donc là, il y a quelque chose qui échappe à la possibilité de se représenter, qui va laisser comme une cicatrice, qui restera toujours quelque part une menace pour la construction du moi. Comme je te disais, le reste du développement peut très bien se passer, mais il y a un espèce de reliquat. C'est pas toujours la faute des parents, hein. Parfois c'est un événement extérieur, en fait, ou même c'est un ressenti de l'enfant par rapport à ce qu'on appelle en psychologie le regard parental. Tu vois. Et donc c'est toute cette problématique dans la construction infantile, donc la fameuse qu'on appelle le narcissisme primaire, qui va se trouver perturbée dans son organisation par des défaillances, et donc toujours schématiquement pour poursuivre dans cette logique, la personne, quand elle grandit, va toujours se trouver... D'ailleurs, c'est souvent pour ça que les addictions commencent à l'adolescence. Hein. Mais est-ce que tu es en train de me dire que, par exemple, un enfant dont les parents ne s'occupent pas peut développer plus facilement une addiction ? Il peut. Ouais. Alors, il y a des études psychologiques, justement. Il y a un très grand psychologue, psychiatre qui s'appelle Jean Bergeret, qui est un des pères de la psychiatrie, qui explique que n'importe quelle structure psychique peut développer une future addiction. C'est-à-dire que n'importe quel mode d'organisation peut développer ça. Mais ça va dépendre de la carence qu'il y a eu au départ. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Et en fait, ce qui se passe, donc... la façon dont on est organisé, on va toujours chercher normalement, mais ça c'est nous tous tout le temps, un système d'étayage dans nos vies, une réassurance narcissique, parce que surtout quand celle-ci fait défaut à l'intérieur. Je te donne des exemples de ces fameux étayages dans la vie, la famille, les enfants, le couple, le boulot, les activités qui viennent compenser les fameuses carences internes du sujet. Tout se passe bien tant que ces étayages fonctionnent. Je te disais que souvent l'addiction va s'installer quand il y a un choc. D'accord. Le fameux trauma dont je te parlais, quand il y a un effondrement, là, la menace interne va réapparaître et l'addiction peut servir de pansement à cette souffrance qui est souvent ingérable. Il n'y a pas le choix. C'est pour ça que l'addiction, elle va servir à quelque chose. C'est pour ça que dans le cas des addicts, il y a qu'à se mettre un coup de pied au cul, ça sert à rien. En fait, l'addiction, elle est là pour quelque chose. Elle sert à quelque chose. Tu vois ? Oui, quelque chose qu'il faut résoudre. Enfin, ce sujet qu'il faut attaquer c'est pas on peut pas résoudre le problème en traitant les conséquences. Non. Voilà. Elle sert, en fait, elle a comme pour fonction de préserver la survie psychique du sujet. Oui, donc il en a besoin, en fait. Oui, évidemment, de façon illusoire. Oui, bien parce sûr. Que ça lui fait du mal. Oui. Mais c'est très important de savoir ça avant de se précipiter sur l'objet d'addiction qui serait le mal absolu à éradiquer. Il faut d'abord penser le lien avant d'envisager la séparation avec cet objet d'addiction, car elle donne l'illusion d'une complétude. Ouais. Tu vois ? Ouais, très bien. Je vois très bien. Est-ce qu'on n'a pas en chacun de nous un petit peu une capacité d'addiction ? Bah si, forcément. Forcément. Bah oui, forcément.
d'autant qu'il faut pas blâmer. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas. Je reviens sur ce que j'ai dit. On connaît tous la difficulté à être parent, tu vois ce que je veux dire. Donc, je voulais absolument pas porter de jugement de valeur ou quoi que ce soit, tu vois, parce que finalement. On ne peut pas maîtriser certaines choses qui se passent dans le cerveau de quelqu'un, quoi. Enfin, on ne ton doit enfant, pas même. Voilà. C'est au-delà de. On ne doit pas maîtriser ce qui se passe même dans le développement de l'enfant. Tu vois ? Oui, mais en fait, si tu veux, je me mets toujours, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour préserver mon enfant d'une addiction ? Tu vois, si ça se trouve, je me suis plantée sur un truc et il va développer une addiction. Bon, voilà, tu vois, on peut tous se poser ces questions-là. Est-ce que mon comportement est le bon ? Est-ce qu'il est pas, tu vois, enfin. Tous les parents se posent cette question. On est obligé, tu vois, et c'est très dur de te dire que tu n'as pas de prise là-dessus, tu vois ce que je veux dire ? C'est terrible d'ailleurs. Donc tu peux te dire, bah oui, t'évites ça, t'évites ci, t'évites ça, et puis finalement, t'es pas à l'abri qu'à un moment, il en développe une. Donc c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais tu n'es pas toute puissante non plus. Non, et mais c'est surtout bien. pas. Oui. Non, mais quand je dis la surpuissance, enfin, on parlait du sucre, enfin, avant de commencer, mais on va y revenir, mais je le sais très bien, c'est plus simple d'avoir la paix entre guillemets quand on file un iPhone ou quand on file un iPad entre les mains de son enfant, quand on est à table, qu'il a 3-4 ans ou 4-5 ans. C'est plus simple aussi de lui filer un bonbon pour qu'il ait ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que c'est naturel, tu vois, de le faire en tant que parent. C'est totalement naturel et compréhensible. Tous les enfants vont pas finir par être addicts au smartphone ou au sucre. Complètement d'accord. Et puis parfois, il y en a qui vont le devenir, même s'ils n'ont pas mangé du sucre depuis l'âge de 3 ans, quoi. Enfin, complètement en gros, c'est d'accord. ça qu'on peut dire. Oui. Okay. Ah oui, alors, ensuite, je voulais te parler d'un sujet, j'arrive pas très bien à formuler ma question, mais c'était, est-ce qu'on peut être addict au fait d'être addict, au sens, une fois que, par exemple, on pense avoir résolu, puisque j'essaie d'organiser ma pensée à travers ce que tu viens de dire, on pense avoir cloué le bec, enfin je sais pas, en avoir fini avec une addiction, typiquement je prends un exemple, à l'alcool, et puis après ça va se déverser sur la cigarette ou l'inverse. On pense avoir fini l'addiction pétard, et puis on en vient à la cigarette, etc. Donc tant qu'en fait on n'a pas résolu le problème de l'addiction de fond, finalement, est-ce que c'est naturel de reporter une addiction en permanence ? Alors oui, ce que tu appelles, c'est du transfert de symptômes en fait. On passe effectivement du cannabis à l'alcool, au chocolat, au travail, au sexe. Enfin, on connaît en fait ces mécanismes. Parfois, en fait, on peut jamais sortir du fait qu'on a un tempérament addict, entre guillemets, parce que la carence est trop forte. Et tu disais le mot résoudre. Peut-être qu'on peut jamais le résoudre. Tu vois ? Ah ouais. Je veux pas être pessimiste du tout parce que c'est pas grave. On peut vivre avec. Ouais, on va y revenir après. On va y revenir justement avec toute la question des substituts. Et on peut sublimer en fait. Substituer, ça peut être sublimé. C'est pas forcément substituer pour un autre produit toxique. Ça peut être sublimé d'une autre façon. Par exemple hyper qui peut parler à tout le monde de ça, les artistes. Très souvent, les artistes, il y a eu une série Netflix, pas avec une artiste, mais avec une joueuse d'échecs qui s'appelle Le Jeu de la Dame. Je sais pas si je l'ai pas tu vu, l'as mais vu. Tout le monde en a parlé. Elle a bien cartonné, qui parle un petit peu de cette notion. Donc l'héroïne développe très très tôt dans sa vie une addiction à des médicaments parce que justement elle se retrouve dans un orphelinat qui lui donne des médicaments auxquels, des types benzodiazépines auxquels elle se retrouve tout de suite très addicte. Mais ça lui sert surtout à canaliser ses démons intérieurs parce que je veux pas spoiler toute l'histoire, mais bon, elle a des raisons d'avoir des démons intérieurs. Et en fait, paradoxalement, donc cette substance lui donne accès à une forme de génie, le génie des échecs. Toute l'histoire, que je vais pas spoiler, mais va être, est-ce qu'elle va s'en libérer de cette addiction qui lui donne aussi finalement une forme de génie, mais qui lui fait évidemment atrocement souffrir et qui l'a fait s'effondrer à d'autres moments. Est-ce qu'elle va réussir à s'en libérer, mais pour le sublimer dans le jeu des échecs, par exemple. C'est un peu pareil pour les artistes, tu vois ? Oui, alors je vois, mais les exemples en question font pas envie. C'est-à-dire que ceux qui produisent à travers l'addiction, comment dire, je sais pas, je prends Gainsbourg, tu vois. Est-ce qu'il aurait été Gainsbourg sans tout ce qu'il a pris ?
tu vois. On peut aussi se poser la question dans le sens inverse. C'est est-ce qu'il a pris tout ce qu'il a pris parce que justement, il avait sa carence au départ et que sa carence lui a aussi permis de devenir un grand artiste. Ouais. On ne sait pas l'œuf ou la poule dans cette affaire. Oui, mais... Ouais, t'as raison. J'avais pas vu ça comme ça. Mais ça, pour répondre, c'est pas forcément optimiste ce que je dis. Par exemple, pour dire, tu disais, est-ce qu'on peut guérir les alcooliques, le grand principe des alcooliques anonymes, c'est de plus reprendre une goutte dans sa vie, même un tiramisu. Donc ça prouve bien qu'en fait, on peut ne jamais guérir, entre guillemets, mais on peut guérir autrement. D'accord. Justement, les alcooliques anonymes, enfin, si tu veux, on peut en parler. Ouais. Parce que ça explique cette histoire de sublimation, de substitut, dans un ailleurs qui n'est pas l'ailleurs du produit, mais qui est un ailleurs qui va compenser cette fameuse carence. Oui, tu veux dire dans l'organisation de la psyché. D'accord. Non, mais je veux dire dans l'organisation des alcooliques anonymes. C'est ça qui compense l'alcool ? Alors, les alcooliques anonymes reposent, toute la philosophie des alcooliques anonymes repose sur le substitut de l'objet. En fait, c'est une association de personnes qui va jouer un rôle de support identificatoire remplaçant l'objet bouteille par l'objet groupe. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est un substitut. Tout comme, par exemple, beaucoup de drogués doivent faire appel à des substituts médicamentaux type méthadone. Ils ne peuvent pas vivre autrement. C'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça, tu vois. Et les alcooliques anonymes, donc toute cette communauté repose sur un sentiment d'appartenance. C'est vraiment le principe numéro 1 des alcooliques anonymes, où il y a un transfert, tu parlais de transfert de tout à l'heure, de l'objet bouteille vers l'objet groupe, avec des mécanismes d'action qui sont vertueux, qui reposent sur le support extérieur, sur donc la substitution de dépendance, sur des nouvelles relations sociales qui sont basées sur le soin, et sur la spiritualité. Parce que quand on lit les alcooliques anonymes, c'est basé sur beaucoup de spiritualité. Je savais pas, j'ai regardé ça. Oui, c'est très lié à la spiritualité, qui est un substitut très intéressant. Et on voit que ça repose sur un lien social. Tu vois ? Et il y a eu une expérience que je trouve hyper intéressante, pareil sur cette affaire de substitut avec des rats. Oui. Ok. Oui. C'est là où on voit qu'on est quand même des êtres très biologiques, hein, nous aussi. Ils ont essayé de mettre un rat tout seul dans une cage avec un biberon d'eau et un autre biberon de cocaïne. Le rat va toujours choisir le biberon où il y a de la drogue. Et il va finir par en mourir. Ils ont mis ensuite les deux mêmes biberons dans une cage où il y avait plein de rats. Donc la première, c'est un rat tout seul. Deuxième expérience, pareil, les mêmes biberons mais avec plein de rats. Il n'y a aucun rat qui va abuser du biberon toxique. Ils vont essayer, mais ils vont pas en abuser. Et aucun rat ne va mourir. C'est un truc de fou. La force hallucinante du lien social et du groupe. Ouais. Elle est belle, enfin, je suis désolée pour le rat qui est mort, mais c'est quand même fou cette histoire. Ouais. Incroyable. J'avais une autre, bien entendu, autre question. Est-ce qu'on peut vivre... Bon, tu m'as un petit peu répondu, mais est-ce qu'on peut vivre longtemps avec une addiction ou est-ce qu'elle conduit forcément à la mort ? Alors, les deux, mon général. Oui, c'est ça, ouais. Oui, bien sûr qu'on peut vivre. Il y a des gens, c'est des forces de la nature, ils peuvent abuser 3 paquets par jour ou sinon qui boivent. Les Rolling Stones en sont un exemple incroyable. Mais ta question comporte une sous-question qui est hyper intéressante, c'est que dans l'addiction, il y a toujours une pulsion de mort. Voilà. Alors c'est ça. C'était ça. Enfin, alors c'était pas dans cette question que j'ai pas pensé à ça en te posant cette question, mais j'y pensais en préparant l'interview. C'est, je pense malgré tout qu'il y a un sujet de quête d'intensité, tu vois, on a un peu l'impression, comment dire, que les personnes qui ont développé une addiction recherchent une intensité, recherchent une forme de mise en danger. Oui. Alors, attention, ils ne recherchent pas volontairement. Enfin, voilà, encore une fois, je mets plein de pincettes dans ce que je dis, mais on a un peu le sentiment que c'est c'est un désir, si tu veux, d'aller toucher le fond, quoi. Tu vois, enfin, il y a un truc assez suicidaire.
finalement. Oui, c'est Freud qui a démontré que pulsion de vie et pulsion de mort sont intrinsèquement liés. Le héros c'est Thanatos. On peut pas vraiment les dissocier. Il y a des moments où il y en a plus ou moins l'un ou l'autre qui va s'exprimer. Mais oui, effectivement, dans les gens addicts, il y a un côté jouer avec le feu. Oui, bien sûr. Oui, mais on peut vivre comme ça aussi. Ouais. Non, mais l'exemple de Rolling Stone est un très très bon exemple. Après, c'était donc guérir d'une addiction. Bien entendu, on peut guérir d'une addiction. Oui, les addictologues servent à ça, par exemple. Et je crois qu'il y a même des addictologues spécialisés dans certains types d'addictions. Oui. Et est-ce qu'on peut s'auto-guérir d'une addiction ? On peut tout à fait. C'est-à-dire ne pas solliciter de groupe, ni de psy, ni d'addictologue, ni qui que ce soit. On peut. C'est parfois, en fait, il n'y a pas d'exemple, c'est-à-dire qu'il y a des gens, j'en ai rencontré, puisqu'en hypnose aussi, on soigne les sujets d'addiction, pas les sujets d'addiction trop fortes, notamment à la drogue, parce que c'est trop fort. Quoique, je pense qu'on pourrait, mais c'est assez particulier. Mais en fait, ça existe dans l'âme humaine, le fait de tout d'un coup avoir un sursaut, de voir ce qui nous arrive et de se dire je ne veux plus de ça pour moi et du coup de transférer, comme je te disais tout à l'heure, on transfère toujours de toute façon, de transférer vers quelque chose de plus sublimé, de plus désirant pour sa propre vie, sans être dans un mécanisme de répétition mortifère. Et alors après, avant de se quitter, puisque on va se quitter dans pas longtemps, je voulais qu'on fasse un zoom sur le sucre, sur l'addiction au sucre. J'ai moi-même été confrontée au sujet quand j'étais plus jeune, parce que je vivais avec quelqu'un qui a développé une addiction malgré lui, qui est devenu diabétique. Et en l'occurrence, je me souviens des termes de son médecin, qui m'a clairement fait comprendre qu'on peut se fabriquer son diabète. C'est-à-dire qu'en fait, à force de trop plein de sucre, le corps devient diabétique. On devient diabétique. Donc moi, le sucre, c'est ma hantise. Et j'ai supprimé le sucre de mon alimentation, etc. Vis-à-vis de mon enfant, j'ai super peur de lui filer du sucre, du mauvais sucre, etc. Et je sais que l'addiction au sucre est un peu... alors, je veux pas avoir des thèses complotistes, mais... on nous dit souvent, on met du sucre dans tout, tout ce qui est industriel, on met du sel aussi partout, voilà. Mais le sucre, c'est vrai que ça développe quand même un besoin compulsif chez des gens qui est incontrôlable. J'ai vu ça, moi, après, indépendamment du cas que j'ai cité. Là, j'ai croisé une copine qui m'a dit, je vais voir un addictologue parce que je ne peux pas me passer du sucre. Et quand on connaît vraiment biologiquement les causes du trop plein de sucre, on comprend que c'est une drogue. Oui, voilà. Tout ce que tu dis est très juste et très grave en fait, parce que alors le sucre, c'est pas considéré médicalement encore comme une drogue. Ouais, ou comme une addiction. L'addiction au sucre, d'un point de vue juste médical, n'existe pas, mais évidemment qu'elle existe. Moi, c'est celle que je vois le plus au cabinet. Oui, parce que c'est très fréquent en fait, ce que tu et c'est un énorme problème de santé publique puisque le sucre, on dit qu'aujourd'hui c'est le premier tueur au monde avec le diabète, l'obésité, l'hypertension. Donc le sucre, tu l'expliques très bien, le sucre il fait du bien. C'est-à-dire que, c'est le fameux plaisir, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, il a un effet qui est indiscutablement apaisant au démarrage. Et pour ça, il y a des facteurs pareils, biologiques et psychologiques. Sa consommation, biologiquement, elle entraîne une augmentation de la production de sérotonine et une baisse des hormones de stress. On l'a tous vécu, les carrés de chocolat qui apaisent. C'est le petit bonbon. Dans le chocolat noir, même 80%, je crois qu'il y a vraiment du magnésium, donc ça a une fonction quand même. Le chocolat noir, 80%, c'est très bon pour la santé. Il n'y a pas trop de sucre dedans, donc c'est bon. Et la dimension psycho-affective, qui est hyper importante, et tu le dis toi-même justement, tu l'as dit tout à l'heure avec ce que tu racontais sur les enfants, où on leur donne des bonbons et notre culture nous incite dès le plus jeune âge à le considérer comme apaisant, réconfortant, récompensant. Quel enfant ne s'est pas vu proposer justement une petite sucrerie après un bobo, un malheur, une injustice, et tu disais toi-même que tu as peur de rentrer là-dedans avec ton enfant. Sûr. Il y a une chanson, à vous dirais-je maman, moi je dis que les bonbons valent mieux que la raison. C'est tellement dans notre inconscient collectif. Aussi. Et les bonbons, c'est plus sympathique que les fleurs. Je vous ai apporté des bonbons. Jacques Brel. Oui. T'as raison.
pareil, les sucres, c'est associé dans l'inconscient collectif à des événements, des situations agréables, les fêtes, les anniversaires, les gâteaux d'anniversaire. Comment ? Les gâteaux d'anniversaire. On voit le succès hallucinant des pâtisseries aujourd'hui, des émissions de pâtisserie. Mais c'est un lien affectif, en fait. Je vois bien, il y a dans certaines cultures, le fait de faire des douceurs, tu vois, la douceur du sucre, etc. C'est un acte d'amour. Oui, en anglais, par exemple, quand on aime quelqu'un, on l'appelle honey, sweetie. C'est très, très présent dans notre inconscient. Et ça, c'est une catastrophe. C'est ça qui mène justement à ce problème de santé publique. Et vraiment, pour même terminer sur le sucre, qui est pour moi un sujet très grave, dans les cigarettes, ce qui rend addict, et ça personne ne le sait, c'est pas la nicotine, c'est le sucre du chocolat et du miel. Ouais. Et c'est assumé. Enfin, tu tapes sur Google cigarettes, sucre, il y a 1000 articles dessus. Ils mettent du sucre dans les cigarettes et c'est ça qui rend addict. C'est pas la nicotine, c'est le sucre. T'es sûr ? C'est ce que j'ai lu. Ah, parce que je pensais que la nicotine, c'est quand même un truc... Elle est moins addictive que le sucre. Ah oui, donc les deux combinés, d'accord. Exactement. Incroyable. Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé la parole. Non, pas du tout, au contraire. C'était passionnant, Alix. Franchement, j'ai appris plein de choses. Je pense que cet épisode servira à beaucoup de monde. On peut quand même rappeler le fait que allez consulter Alix si vous avez des problèmes d'addiction. Donc c'est Alix Georges, vous tapez son nom sur n'importe quel moteur de recherche, vous tomberez sur elle. Elle est très accessible et je vous encourage à aller la rencontrer si vous avez des sujets d'addiction, mais autres aussi finalement. Merci beaucoup Alix. Merci à toi Estelle, merci à tes auditeurs et à très bientôt. Vite. Merci, ciao. Au revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Hi, this is Shannon Storms-Bedore, Real Housewife of Orange County and entrepreneur. When my company, Real for Real, started selling our health products online, we struggled to ship our orders out quickly and without error. But ShipStation's simple dashboard made it easy to manage orders from every marketplace. Plus, with ShipStation, we get up to 84% off USPS and UPS rates. Automate your shipping with ShipStation. Go to shipstation.com/audio for a free 60-day trial. That's shipstation.com/audio.